chers invités, chers collègues et amis, il y a presque 2 ans, l'Association des intermédiaires en bourse a organisé, ici même d'ailleurs, une table ronde sur le marché alternatif tunisien. Ça a été l'occasion de débattre autour de l'organisation de marché, de la qualité des émetteurs, mais aussi de la qualité des investisseurs qui y participent. Plusieurs questions ont été débattues. En guise de conclusion, une recommandation ou une série de recommandations ont été faites, dont notamment procéder à une consultation auprès d'experts internationaux sur ce marché-là, en faisant une sorte de comparaison internationale avec d'autres marchés du même genre. C'est justement 2 ans après, on se réunit, et c'est dans ce cadre que nous nous sommes réunis aujourd'hui, sur une initiative conjointe de l'AIB et de FSVC, que Mouaz aura l'occasion de vous présenter. Une consultation auprès d'experts internationaux a été lancée à travers nos invités et amis ici présents, James et Zafar, qui vont participer des Europanels. Actuellement, il y a une série de consultations avec des acteurs locaux, professionnels du marché, les ministères et différents acteurs. Cette série de consultations et d'entretiens sera suivie par un rapport qui, j'espère, présentera des recommandations concrètes. Cette mini-conférence de ce matin, c'est justement une première concrétisation de ces débats. C'est aussi une occasion d'ouvrir à un large public, aux professionnels et à tous ceux qui sont intéressés par le sujet, d'ouvrir directement les débats entre nous-mêmes d'abord et avec nos experts ensuite. Donc, dans quelques semaines, en principe, nous aurons un rapport qui sera également l'outil ou la base d'une discussion locale pour qu'on puisse proposer des améliorations, éventuellement, si amélioration il y a, pour que le marché alternatif puisse répondre exactement au rôle souhaité. Nous avons prévu 2 panels. Le premier traitera de l'entreprise tunisienne en général et de la PME en particulier, de ses caractéristiques, de ses besoins, notamment de ses besoins de financement. Le second panel traitera de la structure du marché alternatif, de ses acteurs, de son organisation. Je compte beaucoup sur votre participation, je compte beaucoup sur vos questions. Je pense que c'est une occasion, je ne dirais pas unique parce qu'il y en aura d'autres, mais c'est une occasion importante pour qu'on puisse bien débattre et surtout aboutir à quelques conclusions d'amélioration. Donc, sans trop tarder, je passe la parole à mon ami Mouaz Dalloua de FSVC et juste après, on aura le mot de bienvenue de Monsieur le Président du Conseil de marché financier. Merci. Merci beaucoup, Siarad, pour ce mot d'introduction. Donc, bienvenue à tous à cette conférence qui s'intitule « Accès au marché financier pour les petites et moyennes entreprises ». Donc, quel enjeu et quelle perspective? Donc, je vais partir d'une problématique générale pour déboucher sur notre problématique en particulier. Donc, l'enjeu, c'est quoi? C'est la petite et moyenne entreprise. Donc, la petite et moyenne entreprise, de fait, c'est le tissu entrepreneurial tunisien, c'est le poumon économique du pays. Donc, l'instauration d'un environnement qui soit favorable au développement de la PME revêt d'une importance tout à fait stratégique à plusieurs niveaux. Je vais vous donner 3 exemples.
en matière de création d'emplois. La PME, c'est 95% des entreprises tunisiennes, au moins. Donc, pris comme un secteur à part entière, c'est le premier employeur du pays. C'est également important pour les grands équilibres financiers. Plus de PME en bonne santé, c'est plus de revenus liés à la fiscalité pour l'État, donc équilibre du déficit ou diminution du déficit budgétaire. Plus de PME qui exportent, c'est plus de rentrées en devises pour le pays, donc équilibre de la balance. Offrir au pays un positionnement stratégique qui lui permette de faire face aux défis de la mondialisation. Donc avant de voir de façon schématique comment est-ce qu'on peut développer l'entrepreneuriat, qu'est-ce qu'une PME? Et là, on se heurte, disons, à un premier challenge. Vous allez avoir l'Institut national de la statistique qui va prendre en compte le nombre d'employés pour définir une PME. Vous avez un organisme de régulation comme le Conseil du marché financier qui va considérer toute entreprise en dessous de 4 millions de dinars d'actifs nets immobilisés ou de 300 employés comme une petite et moyenne entreprise. Ensuite, vous aurez des définitions propres à chaque institution financière. Vous aurez des banques qui vont plutôt regarder le chiffre d'affaires pour caractériser une PME. Vous aurez d'autres institutions financières qui vont regarder le montant qui va être investi. Donc, quel type de petite et moyenne entreprise? Là aussi, c'est pas évident. Il y a des entreprises qu'on appelle lifestyle, style de vie. C'est typiquement la situation où un entrepreneur aligne son style de vie sur les revenus qui sont dégagés par l'entreprise. Vous avez des PME traditionnelles, ordinaires, dont les profits sont minimaux pour leurs propriétaires. Vous avez des gazelles, c'est-à-dire des PME qui ont un très très fort potentiel de croissance. Donc ça paraît simple de définir la PME, mais c'est assez hétérogène en fait. Il n'y a pas vraiment de définition one size fits all. Donc comment développer l'entrepreneuriat? Très rapidement, les études internationales suggèrent qu'il faut traiter simultanément 3 axes. Premier axe, le premier pilier, c'est l'accès au financement, c'est-à-dire doter la PME de ressources financières suffisantes pour qu'elle puisse développer son plan d'affaires. Le deuxième pilier, c'est l'accès aux connaissances, doter l'entrepreneur, le manager de capacités managériales en matière de comptabilité, en matière de marketing, en matière de stratégie commerciale, d'outils informatiques, de gestion. Le troisième pilier, c'est l'accès au marché, mais pas au marché financier dans ce contexte. C'est l'endroit où on va vendre le produit, le service. Voilà. Et à la lumière de ces 3 piliers, tout existe en Tunisie, tout, ou presque tout. C'est-à-dire que, en matière d'accès au financement, vous avez 44 établissements de crédit, banques, leasing. Vous avez à peu près le même nombre de sociétés d'investissement en capital. Vous avez une vingtaine d'instruments financiers qui sont subventionnés par le gouvernement. Le plus connu, c'est le faux produit. Vous avez des fonds publics comme la Caisse de dépôt et de consignation qui devraient jouer un rôle important en matière de financement des petites et moyennes entreprises. En matière d'accès aux connaissances également, il y a les centres d'affaires, les centres techniques, les technopoles, les incubateurs, donc des acteurs qui offrent des services à forte valeur ajoutée aux entrepreneurs pour leur permettre de se structurer. En matière d'accès au marché également, il y a plusieurs acteurs qui existent en Tunisie. Vous avez par exemple le CEPEX qui aide les entrepreneurs à exporter. Vous avez des chambres de commerce bilatérales. Vous allez avoir des programmes d'essaimage. Vous avez des partenariats petites entreprises, grandes entreprises. Je pense qu'il y a même une loi qui oblige les grandes entreprises à sécuriser un marché à hauteur de 20% pour les petites et moyennes entreprises, etc. Voilà. Et nous, à Financial Services Volunteer Corps, donc on se concentre sur le premier pilier, l'accès au financement. Alors, pourquoi l'accès au financement? De fait, il y a des recherches qui montrent que les entreprises tunisiennes, les PME en particulier, sont sous-capitalisées, qu'elles considèrent
l'accès au crédit bancaire comme un obstacle important à leur développement. Pour être tout à fait exact, il y a des challenges à la fois au niveau de l'offre de financement, de la demande de financement et au niveau de l'environnement qui organise un peu tout ça. Vous allez voir un entrepreneur, il va vous dire que certaines, je dis bien certaines, institutions financières vont être un peu trop averses au risque, qu'elles vont exiger des garanties très importantes pour financer le projet, qu'elles ne savent pas ou qu'elles ne sont pas dans la capacité de valoriser un projet qui sort un peu des sentiers battus, qu'elles vont regarder le cash flow pour toute analyse, c'est-à-dire des ratios purement financiers pour émettre un avis, un jugement. Vous allez voir des institutions financières, elles vont vous dire que certains entrepreneurs ne sont pas tout à fait transparents, qui n'ont pas les compétences managériales pour diriger un projet, que l'environnement est trop rigide, qu'il n'y a pas suffisamment d'instruments financiers qui permettent d'établir les conditions économiques souhaitées par l'investisseur. Et au niveau de FSVC, nous sommes mandatés par le Middle East Partnership Initiative. C'est une initiative du département d'État américain. Donc mandaté pour exécuter un programme d'assistance technique. Nous travaillons avec les régulateurs, les législateurs, pour mettre en place un environnement qui soit favorable à l'entrepreneuriat. Nous travaillons avec les institutions financières pour stimuler les flux de financement. Et le business model de Financial Services Volunteer Corp, c'est simple, c'est des experts en activité volontaires, c'est-à-dire qui ne sont pas payés, qui viennent partager leur expérience des meilleures pratiques internationales. Donc là, on se recadre un peu sur notre sujet. Ici, le marché financier, c'est pour nous une source d'accès au financement qui peut être particulièrement adaptée pour les petites et moyennes entreprises. Donc très rapidement, avant de laisser la parole à Monsieur le Président du CMF, excusez-moi. Voilà. Donc très rapidement, qu'est-ce qu'on veut durant cette conférence? On veut mettre le curseur quelque part. Quelle régulation? Autrement dit, quelles mesures introduire pour établir un équilibre qui permette à la fois de protéger les investisseurs dans le marché financier, mais qui ne constitue pas un obstacle en matière de coûts, de conformité pour les petites et moyennes entreprises qui souhaitent se financer via le marché. Donc pour cela, il faut calibrer, un peu paramétrer le marché. Quelle PME dans le sens quel stade de maturité, quel secteur, quelle structure actionnariale, quels investisseurs, est-ce qu'on considère uniquement les institutionnels qui considèrent le marché alternatif comme une classe d'actifs, comme ils peuvent très bien regarder l'immobilier ou les bons du trésor? Est-ce qu'on étend ça aux investisseurs sophistiqués, avertis? Est-ce que le grand public est éligible pour investir dans ce marché? Donc on va parler un peu de ces problématiques durant le deuxième panel. Quel modèle de marché, quel fonctionnement? Mais avant, il est important de définir un peu le cadre, l'environnement dans lequel on évolue en Tunisie. C'est un peu l'objet du premier panel. Donc voilà, sans plus tarder, je laisse la parole à Monsieur le Président du CMF. Voilà, merci. Mesdames et messieurs, distingués invités, avant toute chose, je souhaiterais remercier l'Association des intermédiaires en bourse ainsi que le Financial Services Volunteer Corps pour l'organisation de cette conférence qui s'inscrit dans le cadre d'assistance technique
visant à améliorer l'accès au financement des petites et moyennes entreprises. C'est pour moi un réel plaisir et un agréable devoir de procéder à l'ouverture des travaux de cette conférence où vous aurez à débattre sur nombre de questions qui relèvent des problématiques inhérentes au financement des PME. Les discussions et échanges de vues et d'opinions qui vont avoir lieu à cette occasion vont certainement édifier les intervenants des marchés ainsi que les professionnels sur l'importance du recours au marché financier et les perspectives offertes par celui-ci pour la diversification des sources de financement des PME. Mesdames et messieurs, il me semble utile de vous rappeler que la mise en place des marchés alternatifs en Tunisie avait un triple objectif: stimuler le marché financier et accroître sa contribution à la mobilisation de l'épargne et au financement de l'économie tunisienne. Trouver le financement nécessaire au développement des PME-PMI à des conditions plus souples que la cote officielle de la bourse et en élargissant par là même la panoplie de choix de sources de financement afin de leur assurer pérennité et croissance. Et enfin, concrétiser la transition vers une culture du marché. Il est à signaler que les PME tunisiennes, handicapées par un certain nombre d'insuffisances, insuffisance de taille, non-ouverture du capital au public, création récente, domaine d'activité peut-être peu porteur, peuvent, grâce à ce marché alternatif, bénéficier d'un financement à faible coût ou plutôt à un coût plutôt contrôlable, devant leur permettre de lever des ressources et de consolider ainsi leurs fonds propres. Ainsi, s'employant dans la majorité des secteurs économiques, les PME et les petites et moyennes industries constituent des piliers de l'économie tunisienne. Elles sont en effet les principaux acteurs dans la création de l'emploi, la production des biens et services, et par conséquent la production de valeur ajoutée et de richesse et de croissance économique. Le recours au financement direct devient alors la solution idéale pour renforcer leurs capacités et leur permettre d'évoluer sereinement dans un environnement hautement concurrentiel. Mesdames et messieurs, le recours des PME au marché pour se faire financer suppose deux préalables. Le premier, que les investisseurs aient suffisamment confiance dans la transparence et l'intégrité de ce marché pour maîtriser les risques et prendre des décisions d'investissement informées et motivées. Ils attendent donc une information financière fiable, pertinente, complète et sincère, intelligible aussi. Ce sont dont le Conseil des marchés financiers s'attelle à concrétiser chaque fois qu'il vise des prospectus d'introduction. Ils attendent aussi des régulateurs qu'ils fassent son travail de gendarme sur les marchés en prévenant et en sanctionnant les éventuels abus de marché. En second lieu, cela suppose également que les PME aient ainsi confiance dans la capacité des marchés à répondre à leurs besoins spécifiques de financement et qu'elles ne soient rébutées par la lourdeur des processus d'introduction sur le marché, sachant que ces sociétés ne disposent pas des mêmes moyens et de la même expertise que les entreprises les plus grandes. Mesdames et messieurs, force est de constater que le marché alternatif, depuis sa création en 2007, et malgré la noblesse des objectifs qui ont présidé à cette création, n'a pas rencontré l'engouement escompté auprès des PME et des PMI tunisiennes. Paradoxalement, la faiblesse du nombre de sociétés introduites, 5 sociétés, sur le marché alternatif tunisien, contraste avec les résultats positifs que ces sociétés ont réalisés depuis leur introduction. Je cite le cas de la société Sopat, constitue à ce titre un exemple typique, puisque son introduction sur le marché alternatif lui a permis de trouver les financements adéquats à la réussite de sa restructuration et au développement de son activité. Les bonnes performances enregistrées par cette entreprise ont abouti à la migration de cette société vers le marché central de la bourse. Cependant, on ne peut nier
que les résultats enregistrés par le marché alternatif tunisien en matière de nombre de sociétés introduites et de capitalisation demeurent en dessous des attentes. On est donc en droit de se demander, malgré la relative jouvence du marché alternatif, quels sont les obstacles qui ont entravé son développement. Pour répondre à cette question, il faut tout d'abord signaler qu'à l'instar du marché principal, le marché alternatif pâtit de la réticence des entrepreneurs à recourir au marché pour trouver les financements nécessaires. Le premier réflexe en Tunisie en matière de financement demeure le recours à l'emprunt obligataire, et ceci est encore plus vrai s'agissant que des PME dont les dirigeants pensent à tort ou à raison que l'ouverture au public du capital est synonyme de la perte de contrôle de la société, ou que le marché financier constitue un environnement d'une complexité trop accrue pour les structures qu'il dirige. Ceci m'amène à évoquer le second obstacle au développement des marchés alternatifs tunisiens, à savoir la quasi-similitude entre les conditions d'admission à ce marché et les conditions d'admission au marché principal de la bourse. En effet, lors de la création de ce marché, on est essentiellement focalisé sur les aspects relatifs à la promotion et à la transparence de la bonne gouvernance. Cette attention, certes louable, mais c'est peut-être mis en handicap puisque cela s'est traduit par un accroissement des obligations à la charge des PME voulant s'introduire sur ce marché, ce qui a pu tempérer les envies d'introduction exprimées à l'époque par les dirigeants des PME. Il est aussi bon de rappeler que les sociétés désirant s'introduire sur le marché doivent notamment justifier d'un manuel de procédure, d'une organisation saine, d'une structure aussi d'audit qui doit faire l'objet d'une appréciation par son commissaire aux comptes. Toutes ces exigences peuvent s'avérer un peu trop contraignantes pour ces sociétés disposant d'une structure réduite et de ressources limitées. Par ailleurs, parmi les autres éléments de réponse, il y a lieu de noter que ceux sont d'ordre institutionnel, tels que la petite taille du marché boursier tunisien. Donc c'est 6 fois plus petit que le marché égyptien, voire marocain, ce qui n'a pas contribué à l'amélioration de l'attractivité de ce marché. Aussi, la faible liquidité des marchés primaires augmente le risque de faible liquidité au niveau du marché secondaire. Et enfin, la persistance d'obstacles entravant la participation d'investisseurs étrangers. De même, l'absence d'investisseurs institutionnels a pu constituer un frein au développement des marchés boursiers en général et des marchés alternatifs en particulier. Cette absence s'explique notamment par la faible taille des compagnies d'assurance nationales ainsi que par la capacité limitée de nos caisses de retraite. Enfin, l'échec de la fonction de market maker a influé négativement sur l'essor du marché alternatif, notamment au vu de l'importance de ce métier en matière de dynamisation des marchés secondaires, tout en sachant que cette fonction d'origine anglo-saxonne n'a pas malheureusement rencontré le succès escompté, même sur des places assez développées. Il est à préciser que les investisseurs actuellement intéressés par le marché alternatif sont ceux du marché central, alors qu'ils devraient, de toute évidence, être des investisseurs avertis et conscients du niveau de risque à courir, lequel risque est naturellement plus important que celui de la cote officielle. Les fonds de capital investissement devraient également trouver sur ce marché alternatif une niche pour fructifier leurs investissements. D'ailleurs, préalablement à la mise en place de ce marché, le CMF a pris l'initiative de former quelques analystes financiers, et ce, avec le concours du programme de modernisation industrielle, programme qui a été cofinancé par l'Union européenne. Mesdames et messieurs, conscient des difficultés qui entravent le développement du marché alternatif et l'empêchent de jouer pleinement son rôle de pourvoyeur de financement pour les PME, le Conseil des marchés financiers s'est engagé à réfléchir aux amendements à apporter pour adapter les exigences réglementaires à la taille des PME. Cela s'inscrit également dans une réflexion plus générale concernant la simplification des procédures relatives à l'élaboration et à l'instruction du prospectus. De même,
Il s'agira d'adapter aux PME le cadre de référence du contrôle interne ainsi que les exigences en matière d'audit et de gouvernance. D'autres pistes de réflexion peuvent également être envisagées, telles que par exemple l'allègement de certaines obligations de divulgation financière, et ce, à l'instar de ce qui a été adopté dans certains droits comparés. Il demeure entendu que ces solutions ne doivent pas être mises en place au détriment de la transparence et de l'intérêt des investisseurs, qui doivent toujours disposer d'une information adéquate et nécessaire à la réalisation de leurs investissements. Monsieur, le CMF œuvrera également en collaboration avec les acteurs du marché à promouvoir le marché alternatif, en multipliant les rencontres avec les sociétés candidates à l'introduction sur ce marché, afin notamment de vulgariser les procédures d'introduction et de lever tout équivoque qui pourrait éventuellement se poser. Ceci en marge des mesures déjà adoptées sur le plan législatif en fin 2011, afin de dynamiser l'investissement institutionnel, notamment encadrant l'intervention des SICAR et des fonds communs de placement à risque sur le marché alternatif d'une part, et la création de la caisse de dépôt et de consignation d'autre part. Mesdames, Messieurs, en conclusion, et comme vous avez eu l'occasion de le constater au cours de ce bref exposé, le sujet de financement des PME à travers le marché n'est pas anodin pour le CMF. Nous avons travaillé dans beaucoup de directions, simultanément et continuerons à le faire. En particulier, nous avons besoin de mieux connaître les attentes des PME en matière d'accès au marché. C'est la raison pour laquelle cette mission d'assistance technique constitue, via les consultations auxquelles elle va donner lieu auprès des professionnels, une excellente opportunité pour dresser un état des lieux des problématiques inhérentes à l'accès des PME au marché financier. Je tiens donc à vous féliciter à nouveau pour la pertinence du thème choisi et je réitère cordialement mes remerciements à tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette conférence et leur adresse tous mes meilleurs vœux de succès. Merci pour votre attention. Bien, donc j'appelle les panélistes du premier round, s'il vous plaît, prenez place. Bien, donc bonjour à tous et on peut le voir comme ça. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'on devrait peut-être ouvrir l'angle du débat. Oui, bien sûr, tout à fait, j'y arrive. Nous allons avoir 1 heure de temps pour donner la parole aux panélistes que je présenterai tout de suite, et ensuite 30 minutes de débat. Donc là, c'était vraiment pour structurer notre panel. Et on va démarrer par un petit tour de table. Wafa, si tu veux bien te présenter très rapidement. Oui, bonjour tout le monde. Je m'appelle Wafa Marlouf Saïdi. Je suis chef d'entreprise dans le secteur de l'environnement. Ma société s'appelle Proclean. Je suis spécialiste en collecte de déchets ménagers et nettoyage des plages. Je suis aussi la présidente du Centre des jeunes dirigeants d'entreprise qui s'occupe un peu des problèmes des chefs d'entreprise, secteur financier et autres. Merci. Bonne journée. Parfait. C'est Karim. Bonjour, donc Karim Arnim, je suis PDG de Viat Capital Risque, et je suis également le président de l'Association tunisienne des investisseurs en capital. Voilà. Je suis Mejdi Zarkouna, donc président directeur général de la société Servica. Maya Bolarda Chabran, je suis avocat et je suis spécialisé dans le secteur bancaire et financier. Hamdi Qsia, je suis directeur de la communication et du réseau à la Banque de financement des petites et moyennes entreprises. Donc je représente la banque à ce niveau-là
Je tiens à vous remercier pour cette invitation et je vous présente les salutations de notre président directeur général qui a eu un empêchement professionnel de dernière minute. C'est pour cela que je suis venu pour le remplacer dans cette conférence. Merci beaucoup. Mandel Khanfir, je suis consultant, peut-être un observateur de l'entreprise depuis une vingtaine d'années. Et je fais partie d'une association qui essaie de promouvoir l'entrepreneuriat justement, qui s'appelle Carthage Business Angels. Et nous avons créé un incubateur de start-up innovantes en Tunisie, privé. Et donc aujourd'hui, je m'emploierai à plutôt garder le rôle de modérateur et d'animateur. Donc je ne donnerai pas directement mon avis, même s'il va peut-être transparaître un peu à travers mes questions. Alors, on va faire ça vraiment en style journalistique pour éviter d'avoir des discours. Et on voudrait faire ça très dynamique, donc je vous demanderai de répondre d'une manière très rapide. Et peut-être on va démarrer par Simajdi, puisqu'il représente l'entreprise tunisienne qui a osé franchir le pas et rentrer dans un marché donc de capitaux. La question, est-ce que la PME tunisienne a besoin d'un marché de capitaux ? La réponse est oui. Bon, donc l'entreprise tunisienne, comme toute société, elle a besoin de financer ses activités. Et le financement peut être de divers types. Elle peut se financer par le secteur bancaire, elle peut se financer par le secteur boursier ou par les fonds propres de ses actionnaires. Donc, je vais peut-être parler un petit peu du cas Servicom. Donc la société Servicom, elle a été créée en 2004 et en termes de financement, elle est passée par plusieurs étapes. Donc la première étape, c'est un financement par les personnes physiques qui l'ont créé. Donc elle a démarré avec un capital de 20 000 dinars et elle est passée jusqu'à 110 000 dinars de capital par des personnes physiques, dont certains sont des fonctionnaires d'entreprises publiques ou les fondateurs de la société. Ensuite, très rapidement, vu que dès le début, on a créé un business plan assez agressif en termes de croissance, on a senti que les fondateurs n'ont pas les moyens de financer les chiffres d'affaires prévus, etc. Donc, depuis, je crois, 2005, on a fait appel aux SICA, ou aux sociétés de capital risque, dans l'augmentation de capital de la société pour financer la croissance de la société. Donc en fait, en 2005, on a fait 2 millions de dinars, puis très rapidement, on est arrivé à 7-9 millions de dinars en 2008. Et donc en 2008, donc le financement ne se fait pas seulement par les capitaux propres, donc fournis par les fondateurs et par les capital risques, mais aussi le financement se fait par le secteur bancaire à travers les crédits de gestion, donc du crédit court terme, que ce soit escompte commercial, avance sur facture, etc. On reviendra après derrière sur est-ce que c'est plus facile de lever de la dette ou de l'equity ou des capitaux. Je voudrais réellement faire un petit tour de table rapide par rapport à cette problématique. Est-ce qu'aujourd'hui, la faiblesse du marché alternatif, en tout cas le marché de capitaux pour les PME, découle de quoi exactement? Puisqu'il y a un besoin, puisque la PME, pour sa croissance, pour ses investissements, a besoin de ce marché. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, d'après vous, et je vais m'adresser à Maître Maya Boularda d'abord, pourquoi l'entreprise ne fait pas le pas? Ou est-ce qu'il y a des obstacles juridiques, réglementaires? Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est une question très vaste. On pourrait en parler des heures, donc je vais essayer d'être brève. Les obstacles juridiques, oui, il y en a, mais je pense que ce n'est pas la principale cause du non-décollage du marché alternatif. Effectivement, on a créé ce marché, on l'a dédié en fait aux PME et on a essayé de mettre en place des règles un petit peu plus souples. Mais finalement, quand on regarde quelles sont les règles qui sont plus souples, il n'y a effectivement pas de conditions de rentabilité.
Mais à part ça, c'est quasiment les mêmes règles qui s'appliquent au marché principal et au marché alternatif. Donc finalement, je dirais que les règles sont effectivement assez plus ou moins plutôt claires pour le marché alternatif, mais elles nécessitent effectivement une adaptation plus importante aux PME. C'est les contraintes réglementaires liées... C'est des contraintes réglementaires du fait en fait de la non-adaptation de ces conditions aux PME. Alors effectivement, les règles sont assez claires. Les obligations qui pèsent par la suite sur les PME sont également quasiment les mêmes que celles qui sont listées au marché principal, sur le marché principal. Donc effectivement, l'adaptation aux PME a été très très légère et nécessiterait peut-être d'être revisitée. Je voudrais reposer rapidement une question. Est-ce que l'entrée de Servicom a été suite à un plan de mise à niveau ou est-ce que ça a été directement sans passer par le panier qui a été justement préparé en vue d'enrichir le flux? Sans passer par le flux. D'accord. Très très bien, merci. Sikalim, vous en tant que sicariste, vous financez des entreprises et vous mettez comme condition au départ la sortie, souvent, je pense, vous me dites si je me trompe, par une sortie boursière. Est-ce que c'est réellement le cas? Et si c'est le cas, comment vous êtes en train de vivre aujourd'hui le portefeuille que vous avez en termes de sortie en bourse? Alors, je voudrais juste tout d'abord préciser que la logique d'accompagnement d'une entreprise par un capital risqueur, en fait, elle prépare déjà l'entreprise à une sortie en bourse. La cible idéale pour nous en tant que capital risqueur, donc en fait, c'est la PME. Généralement, dans le cas tunisien, c'est davantage en stade de création, de préférence innovante et qui a de bonnes perspectives de développement. Donc la logique en fait d'accompagnement, dans sa logique d'accompagnement de la société, le capital risqueur veillera tout particulièrement à mettre en place en fait les bonnes méthodes de gestion, à instaurer à implémenter un système d'information performant, à instaurer les bonnes règles de gouvernance. Il veillera également à instaurer un climat, une relation de confiance avec l'investisseur, ce qui favorisera par la suite la transparence dans la communication de l'information. Il veillera aussi à mettre à jour le business plan qui a été arrêté au départ, et à prendre les actions correctives nécessaires parce que les choses en général n'évoluent pas comme ça a été fixé au départ. Je voudrais aussi préciser un autre point, c'est que il y a eu un gain d'intérêt pour cette option de sortie sur la bourse, surtout à partir de 2009-2010. Pourquoi 2009-2010 ? Parce qu'en fait, en 2009, le législateur a, pour la première fois, reconnu la validité des pactes d'actionnaires. Donc, à condition que les dispositions de ces pactes-là n'entrent pas en contradiction avec les dispositions des statuts. Deuxième point aussi, c'est que en 2009, il y a eu la loi de finances pour la gestion en 2009, qui est entrée en vigueur début 2009, et qui a interdit les conventions de portage, c'est-à-dire les conventions de cession d'actions à des prix qui sont prédéterminés et qui sont indépendants des réalisations des sociétés. Donc avec le début un petit peu de la phase de désinvestissement sur ces prises de participation qui ont été faites à partir de 2009, on pourrait s'attendre objectivement d'ici 2-3 ans à une première vague entre guillemets, de sortie sur la bourse. Après combien d'années d'accompagnement ? Donc en fait, dans la logique d'accompagnement, la phase d'investissement, c'est à peu près, je dirais, 5-6 ans à peu près. Donc à partir de 2009, le capital risqueur était obligé un petit peu de se métamorphoser et de s'adapter un petit peu aux nouvelles dispositions réglementaires. Et donc logiquement, d'ici 2 à 3 ans, on pourrait voir les premières sorties un petit peu sur la bourse pour des sociétés qui sont accompagnées par des capital risqueurs. Alors vous nous parlerez tout à l'heure des cas, de quelques cas comme ça nous intéresse de voir la typologie, mais je garde cette question pour tout à l'heure. Si Hamdi,
La BFPME, quel rôle elle peut jouer pour favoriser justement la notion déjà de marché de capitaux? Merci. Alors exactement, pour savoir quel rôle, il faut savoir au début faire un constat par rapport à nous, par rapport à la BFPME, qui est une banque qui est très proche du promoteur durant toutes les phases de réalisation du projet, dès la phase de la prospection, en passant par la phase de la réalisation de l'étude, puis la phase de l'évaluation, puis la phase du bouclage du schéma de financement, puis la phase de la constitution juridique de la société, viendra ensuite l'établissement du contrat, puis la réalisation de l'investissement, et enfin l'entrée en activité. Donc, de par notre expérience d'accompagner le promoteur durant tout ce cycle-là, on a fait un constat selon lequel, par exemple, je vous donne un chiffre qui est très significatif. Nous avons à peu près 1500 projets approuvés jusqu'à ce jour, c'est-à-dire depuis mars 2005 jusqu'à ce jour, et nous avons à peu près 700 entreprises qui sont entrées en activité. Parmi ces 700 entreprises en activité, on a uniquement une seule entreprise, d'après notre suivi, donc notre suivi de ces entreprises, qui est cotée en bourse, et une autre entreprise qui est en train de préparer son dossier pour une entrée en bourse. C'est un constat. Donc, les principaux éléments, d'après une petite analyse qu'on a faite avec mes collaborateurs au niveau de la BFPME, c'est que principalement, la BFPME finance dans notre portefeuille à peu près 85% de création. Donc, comme vous le savez bien, pour les créations, il faut un certain nombre d'années pour, disons, il faut dépasser à peu près 3 ou 4 ans pour être sûr que l'entreprise est bien structurée, qu'elle est bien organisée, qu'elle a une situation financière saine, qu'elle a des possibilités d'extension qui sont claires, donc pour qu'elle puisse penser à par exemple, pour qu'elle puisse entrer dans le marché financier, pour qu'elle puisse postuler, disons, à un financement par le marché financier. Il y a un deuxième constat aussi, c'est que les PME tunisiennes, de par leur structure, de par les contraintes auxquelles est confronté le promoteur durant les premières années de démarrage, les difficultés qu'il surmonte, le contact qu'il a avec avec des clients, avec des fournisseurs, avec des contraintes de tout genre, avec la commercialisation du produit, avec des difficultés auxquelles il est confronté, il n'est pas suffisamment de par aussi notre expérience aussi, lorsqu'on a visité aussi des promoteurs et lorsqu'on a suivi la situation des entreprises, il est très rare de trouver une entreprise, une PME de la taille, disons, des PME qui sont finançables par la BFPME, c'est-à-dire dans le coût et entre 100 000 dinars et 10 millions de dinars, où on trouve un service financier structuré. Parce que pour pouvoir réfléchir à une entrée en bourse, il faut tout d'abord avoir un service financier structuré pour qu'il puisse faire des analyses et proposer aux promoteurs de l'entreprise de diversifier les sources de financement, dans, par exemple, faire une augmentation de capital en se basant sur un financement par le marché financier. Il y a aussi un autre constat, c'est que la majeure partie des entreprises sont des sociétés à responsabilité limitée. On a une proportion relativement faible de sociétés anonymes, bien sûr, tout est proportionnel. Donc c'est une explication aussi. Il y a aussi un autre constat qu'on a pu avoir, c'est que je pense, mais vous pouvez me corriger là pour les autres intervenants, qu'il n'y a pas suffisamment de communication entre les sociétés intermédiaires en bourse et les PME. Le marché des PME n'est pas suffisamment approché par les sociétés intermédiaires en bourse ou bien par tous les intervenants au niveau du marché financier. Et je pense aussi qu'il n'y a pas suffisamment de souplesse, comme ça a été dit, au niveau du marché alternatif qui est censé être le marché des PME au niveau du marché financier, pour présenter des produits ou bien pour un cadre réglementaire, disons, propice pour encourager la PME à entrer. Mais surtout, je pense aussi, et là, vous pouvez me corriger pour les entreprises qui sont intermédiaires en bourse,
il n'y a pas suffisamment de diversification de produits présentés par les sociétés intermédiaires en bourse qui sont dédiés aux PME. Là, ce sont des principales constatations comme ça, d'un point de vue de la BFPME, bien sûr. Et les avis, là, ne sont pas, disons, ils peuvent être... Ils peuvent être divergents, mais c'est un constat de premier. On n'a pas fait une étude approfondie là-dessus, mais c'est des constats comme ça de très bien. de façon pragmatique. Je vais me permettre de vous provoquer un peu. Est-ce qu'un dossier qui est présenté à la BFPME, qui présente une organisation étoffée dès le départ, avec un département marketing, un département financier, etc., est pris en charge par la BFPME, par les crédits, ou est-ce que dès le départ, on commence à focaliser essentiellement sur les actifs matériels? Parce que ça, c'est ce qui remonte un peu de témoignages d'entrepreneurs. Mais normalement, le développement d'un service financier, il se fait petit à petit, c'est-à-dire dès le début. Tout d'abord, tout dépend de la taille de l'entreprise, du secteur d'activité, de la nature de fonctionnement de l'entreprise. Nous sommes d'accord, mais et aussi, c'est le développement d'un service financier qui peut développer des propositions en matière de diversification du marché du financement pour la PME. Donc ça doit se faire, disons, au bout d'une certaine période. En tout cas, juste, on va revenir dessus, mais le fameux schéma de financement avec le fonds de roulement limité à 10% ou 15%, j'en sais rien, parce qu'il y a des normes. Tout ça, aujourd'hui, peut-être est à reconsidérer, parce qu'on reviendra peut-être sur cette question avec la partie qui peut prétendre à une introduction à terme en bourse. Nous avons un écosystème très riche, très diversifié. Chacun pense qu'il fait très très bien son travail. Quel est le point de vue des jeunes dirigeants, Wafé? Merci Mandel. J'ai bien entendu le sicariste, le banquier, l'avocate et un bel exemple d'une entreprise qui a eu l'alternative de marché alternatif. Je pense que c'est une réussite en Tunisie, mais la question que je me pose, combien de sociétés ont bénéficié ou bien ont eu recours à ce genre au marché alternatif? Ça, c'est une question que je me pose à si Mohamed, peut-être. 5, ok. La question qui se pose, pourquoi uniquement 5, malgré toutes les appels et les sensibilisations de la bourse, et Dieu seul sait, et nous aussi, parce que nous avons participé à ce genre de roadshow pour sensibiliser les jeunes à avoir recours à ce marché alternatif, mais malheureusement, on voit où nouveaux chefs d'entreprise passent adoptent cette formule. Je me dis qu'il y a deux peut-être problèmes dans ce sens, c'est que culturellement, on n'a pas du tout la culture ni de la bourse ni du marché. La deuxième chose, c'est malheureusement la lourdeur des démarches juridiques et administratives pour adopter ce genre de... JD, est-ce qu'il a fait des propositions dans le sens de la facilitation de l'accès au marché des capitaux? On a eu pas mal de contacts avec la bourse, on a essayé de trouver des solutions, mais bon, il y a une autre expérience qu'on a vécue, c'est le programme de développement de l'entrepreneuriat. C'est un accompagnement des jeunes dirigeants pour le business plan des jeunes. Et la difficulté qu'on voit, c'est que c'est la deuxième phase, c'est la phase financement. Après, vraiment qu'il y ait un business plan bien ficelé, bien fait, avec des consultants, avec même des administrateurs de l'API, de la banque. C'est vraiment un business plan très très bien fait, mais malheureusement, l'après, c'est en phase de financement. Et moi, le problème, c'est en fait le schéma de financement qui reste long, parce qu'il n'y a pas une sorte de coordination entre les différents intervenants. S'il y a par exemple la BFPME qui va financer le marché, le projet, il faut obligatoirement qu'il y ait
une autre banque qui participe aussi. Il faut aussi avoir un fonds propre. Il faut peut-être de l'intervention des sicaristes. Et la coordination entre tous ces intervenants ne se fait pas facilement. On peut passer des années à boucler ce schéma. Et toutes les difficultés des jeunes, c'est ça, c'est la perte du temps. Il y a des entrepreneurs qui passent 1 année à 2 pour pouvoir boucler, malgré le travail de Business Angel maintenant, et le réseau Entreprendre qui essaye de trouver des solutions à ces jeunes, même sur le fonds propre, leur fonds propre. Les jeunes n'arrivent pas à avoir des fonds propres. Ça, on doit comprendre et on doit réfléchir ensemble sur comment faire pour qu'un jeune qui a une idée magnifique arrive à avoir un fonds propre. Ça, c'est une difficulté majeure, qu'on est conscient de ça, mais on doit réfléchir ensemble sur la façon de la soulever. Merci Wafa, et là vraiment tu me donnes une occasion de rebondir. On a tendance à considérer que tout repose ou tout doit reposer sur les épaules du promoteur. D'ailleurs même le faux produit il est pratiquement en personnel intuité, alors qu'il est connu qu'on peut monter une entreprise, il faut être plusieurs. D'ailleurs, la faiblesse des business plans qui vous arrivent vient souvent du fait qu'un entrepreneur, il peut être technicien et pas forcément financier, alors qu'il y a des financiers au chômage. Donc là, peut-être, l'approche est à considérer. Une entreprise, c'est plusieurs personnes. Une entreprise, c'est une aventure humaine dans laquelle il y a plusieurs compétences qu'on met ensemble pour pouvoir bâtir ou changer le paysage économique. Donc, je vais revenir un peu vers l'expérience pratique et concrète de Simajdi avant de revenir à certains points qui ont été soulevés par Wafa, qui sont importants donc à retraiter. L'expérience maintenant pratique de la bourse après l'introduction. Quels sont les avantages, les inconvénients et surtout comment c'est vécu, et si c'était à refaire, est-ce que tu le referas, Majdi? Ok, donc avant de parler de l'expérience de Servicom après son introduction en bourse, je veux parler un petit peu de... Donc aujourd'hui, on veut parler du financement de l'entreprise, et plus précisément du financement d'entreprise à travers le marché boursier. Je pense qu'on ne peut pas le dissocier de tous les autres moyens de financement d'entreprise, donc à travers le secteur bancaire, à travers le leasing, à travers les fonds propres. Donc il y a une phase avant levée de fonds en bourse et une phase pendant cette levée de fonds et après, donc comme vous l'avez posé. Donc si l'entreprise, dès sa création, ne trouve pas ses crédits de gestion ou n'arrive pas à financer son activité, donc elle ne pourra pas arriver au stade de levée de fonds au niveau de la bourse. Donc il faudrait réfléchir à ça en premier lieu, parce que moi, sans rentrer dans les détails, je pense que généralement l'entreprise tunisienne, elle est très mal financée. Elle est très mal financée parce que quand je vois les difficultés qu'a trouvé, qu'a vécu Servicom tout au long de sa vie, je me pose des questions pour le petit entrepreneur à l'intérieur du pays et qui n'a pas de relation, qui peut-être au niveau d'éducation est moyen, mais qui peut entreprendre, créer des emplois, etc. Donc aujourd'hui, le financement à travers la banque, il est difficile parce qu'on est face à des banquiers qui, plus ou moins, ne comprennent pas les besoins de l'entreprise, qu'elle soit d'une entreprise de service ou d'industrie. Donc souvent, c'est les garanties réelles et toute l'histoire des garanties réelles. Le leasing, je pense que il est en train de jouer son rôle. C'est un catalyseur et facilitateur important en tant qu'entreprise. Donc on a utilisé ce mode de financement avant notre introduction en bourse et on continue à l'utiliser. Bon, après, donc pour revenir à ta question, pour nous, globalement, c'était une très bonne chose pour la vie de Servicom, l'introduction en bourse. Déjà, pour lever les fonds, on a levé 3,25 millions de dinars, donc qui ont contribué au financement de notre entreprise. Ça a apporté beaucoup de choses, donc la notoriété, l'image, ça nous a poussé à améliorer nos process, à faire des manuels de procédure, à faire des prévisions. C'est très important pour un entrepreneur ou pour une société de faire des prévisions et de les communiquer, à jouer le jeu de la transparence vis-à-vis de nos actionnaires. Donc c'était très très bien. Bon, après, nous on a fait notre introduction en juin 2009, donc ça date déjà, c'est depuis 3 ans.
Donc on est dans la phase après introduction de bourse, levée de fonds. Et là, je pense que encore une fois, donc on était la deuxième société introduite sur le marché alternatif. On pense qu'il y a des choses presque, je dirais entre guillemets, on demande à l'entreprise à faire son chemin ou à montrer le chemin à d'autres entreprises, parce qu'il n'y a pas de on ne peut pas faire des augmentations de capital en bourse tous les ans. Il n'y a pas que la contrainte de contrôle de la société, c'est qu'il y a la contrainte de la valeur de l'argent qu'on va lever et on va faire quoi. Donc on peut pas le faire. Donc on peut le faire régulièrement, mais pas tous les ans. Donc la question de financement de l'entreprise, elle est toujours présente. Donc la question et comment financer aussi, donc à travers les crédits de gestion ou le leasing ou le marché financier. Donc je termine par une chose, c'est que par exemple dans le cas Servicom, le financement de l'expansion à l'étranger, elle est difficile parce qu'il n'y a pas de mécanisme vraiment clair. Souvent, on a été obligé de les financer par les fonds propres, donc sur les fonds propres de la Tunisie, pour créer une filiale à l'étranger. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, qui n'est pas propre à la phase après-bourse, mais qui est, je pense, très présent en Tunisie, c'est que le métier de service, on ne le comprend pas très bien, que ce soit la banque, que ce soit le marché financier, que ce soit... on veut le mettre dans des schémas de l'industrie ou des choses qu'on connaît, alors que le service, comme a souligné tout à l'heure un collègue, c'est plutôt les hommes, c'est un investissement qui n'est pas surtout dans les matériels, mais c'est dans les hommes, et c'est une autre vision, c'est une autre approche. Donc c'est les deux points que je souligne. Voilà. Donc en fait, tu poses vraiment beaucoup de problématiques en même temps. Il y a la problématique de la chaîne de financement, et les outils dont dispose l'entreprise tunisienne. Donc là aussi, peut-être il y a une réflexion à faire. On n'aura peut-être pas assez de temps aujourd'hui pour le faire. Et aussi le financement pour s'internationaliser. Donc là, il y a eu concrètement une internationalisation. On peut considérer qu'aujourd'hui, Servicom est une société qui opère à l'international, qui a une filiale à l'international. Est-ce qu'elle pourrait envisager, compte tenu de sa position aujourd'hui sur le marché boursier, une entrée d'investisseurs étrangers dans son capital ? Et je veux dire pourquoi je pose cette question, parce qu'on avait envie de rebondir sur ce qui a été dit en introduction par Serad Gra. Donc Servicom est une entreprise internationale depuis 2009 où on s'est installé en Libye. Aujourd'hui, on est présent en Libye, en Tunisie et au Maroc. D'ici 2016, on compte s'installer dans 2 autres pays, dans l'Algérie. Et nous prévoyons que d'ici 2016, que le chiffre d'affaires à l'international va représenter 36% du chiffre d'affaires consolidé. Donc c'est un axe stratégique pour notre développement. Et on est en train de chercher, en tant qu'entreprise présente sur le marché, le marché alternatif, les mécanismes de bien financer cette croissance. Donc on est ouvert à tout financement, y compris un financement étranger. D'accord. Alors est-ce que des investisseurs étrangers peuvent, sur le marché alternatif, en bourse, la bourse de Tunis, sans problème investir en devises et sortir leur argent plus tard en devises, y compris les profits ? Oui, alors je vais juste revenir sur un point avant de répondre à ta question, sur les contraintes réglementaires. En fait, je voudrais juste mettre le point sur quelque chose, je pense, d'assez important, c'est qu'il faut imaginer les choses dans leur ensemble, en fait. Il ne faut pas faire des petites réformes, voilà, alléger un petit peu les contraintes réglementaires, et puis oublier, en fait, qu'on a un droit des sociétés, un droit boursier, qui parfois nécessiterait vraiment d'être modernisé. Il faut aussi qu'on pense, en fait, que effectivement, plusieurs panélistes ont mis le point sur la segmentation entre les différents secteurs financiers, entre le secteur bancaire, entre le secteur boursier, entre le secteur des assurances. Pourquoi ? C'est aussi un peu
de la faute, je dirais de la faute de la loi. Pourquoi? Parce que il n'y a pas suffisamment de passerelles en fait. Il faut essayer de créer des passerelles entre les différents secteurs financiers. En modernisant le droit boursier, on peut créer des passerelles. Par exemple, le gage de titre est pas suffisamment utilisé en Tunisie parce que il est très archaïque et il pourrait effectivement créer une passerelle en fait entre le secteur bancaire et le secteur financier. Il y a aussi en fait plusieurs instruments. On va pas en parler maintenant parce que ce serait trop long, mais je pense que il y a eu beaucoup de séminaires où effectivement on a parlé, on a proposé. Il faut que maintenant en fait le réagir, aller à l'étape un petit peu ultérieure et quitte à créer un groupe de travail sur ces points parce qu'il y a des choses à faire et je pense que un des points principaux, pas seulement le marché alternatif mais même le marché principal, souffre aussi du secteur bancaire parce que les passerelles ne sont pas suffisamment importantes, parce que aussi l'endettement des sociétés est souvent trop élevé au détriment d'un financement par le marché. Donc, il faut, je pense aussi, aujourd'hui entamer une réflexion sur l'ensemble du secteur bancaire et pas uniquement sur le secteur financier ou le secteur bancaire et le secteur des assurances. Et juste une dernière chose avant de répondre à la question, c'est aussi un changement de mentalité. Il faut vulgariser la bourse aussi, comme disaient Wafay et Majdi. Parfois aussi, on a peur d'aller devant le marché. Pourquoi? Parce qu'on a aussi au sein de certaines de nos entreprises, donc beaucoup d'entreprises, un fonctionnement qui est plutôt familial, qui n'est pas où certains process ne sont pas mis en œuvre et les obligations de divulgation qui doivent être mises en œuvre quand on va sur le marché font parfois un petit peu peur. Donc il faut aussi montrer en fait aux entreprises que l'entrée sur le marché va leur faire gagner beaucoup plus que de gérer leur entreprise dans leur coin et d'avoir peur de divulguer leur compte ou d'autres choses ou d'autres informations. Donc pour revenir à l'investissement étranger, ça dépend des secteurs. Les étrangers peuvent acheter des actions en bourse effectivement sur le marché alternatif et sur le marché principal. Après, ça dépend des secteurs. Effectivement, il y a une limite de 50%, ce qui est d'ailleurs un petit peu aberrant. Pourquoi? Parce que dans certains secteurs régis par le Code des investissements qui est en voie d'être modifié, certains secteurs sont libres à l'investissement. Quand vous créez un projet, certains projets peuvent être créés avec 100% d'actionnariat étranger. Par contre, si vous voulez acheter plus de 50% dans le même domaine, vous ne pouvez pas. Donc vous pouvez à la création, mais vous ne pouvez pas une fois que la société est créée. Bon, ça a peut-être une logique, mais est-ce que cette logique est vraiment bonne? Il faut y réfléchir, je pense. Autre chose, sortir leur argent, oui, ils peuvent sortir leur argent du moment où ils ont pris les bonnes, ils ont fait les bonnes choses, en fait, ce qu'il fallait faire à l'origine. Parce que s'ils le font pas, s'ils obtiennent pas la fiche d'investissement, bon courage après pour sortir votre argent. Ça peut durer 1 an, comme ça peut durer 3 ans, 4 ans. Donc effectivement, il faut avoir les bons réflexes dès le départ. Alors aujourd'hui, il y a aussi des nouvelles contraintes, qui existaient même il y a quelques années, mais qui sont aujourd'hui appliquées à la lettre, avec des attestations de régularisation fiscale à chaque fois qu'on veut faire un virement en devise, qui malheureusement retardent beaucoup les transferts de devises. Pour ces précisions. Si Hamdi, est-ce qu'une entreprise sous-capitalisée à la naissance peut faire de la croissance et peut à terme intéresser le marché financier? À notre sens, elle ne Pourquoi je vous pose cette question? Elle ne peut intéresser, elle ne peut postuler au marché financier qu'une fois sa situation financière est saine et qu'elle présente des possibilités de développement, de réelles opportunités de développement. C'est pour cela que je vous ai dit que lorsque une PME, dès le début, elle part avec un capital qui est basé sur où le promoteur, il doit rembourser le faux produit, il doit rembourser la SICAR, il faut penser normalement
à le développement à travers le marché financier ne peut se faire qu'une fois, comme m'a dit M. Karim Ghnim tout à l'heure, en prévoyant un plan de sortie de la prise de participation de la SICAR à travers l'entrée dans le marché financier. Et c'est pour cela qu'on constate que l'une des meilleures manières peut-être d'encourager ce mécanisme-là, c'est de trouver des encouragements à ce que des SICAR prévoient dans leur accord avec le promoteur que la sortie soit à travers l'entrée en... Là, c'est une des pistes qui peuvent favoriser ça, surtout lorsque c'est en parallèle. On trouve vraiment une SICAR qui est un véritable actionnaire, un véritable conseiller, un véritable accompagnateur de l'entreprise et qui est décideur avec le promoteur principal pour que vraiment la phase difficile soit bien gérée lorsque l'entreprise, pendant les 3 ou 4 premières années, pour qu'une fois le temps opportun il se présente, l'entreprise peut faire son entrée au marché alternatif. Il y a une deuxième réflexion par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure à propos de l'entreprise. C'est vrai, lorsque nous évaluons, nous par exemple en tant que BFP, une banque qui finance des sociétés, nous finançons toute forme de société, dès la SUAR, la société unipersonnelle, jusqu'à la société anonyme. Au niveau du dossier, dans la majeure partie des cas, on invite le promoteur à constituer une équipe dirigeante ou bien au niveau de la composition des associés pour que tous les aspects clés de l'entreprise soient présents. C'est-à-dire, par exemple, dans une entreprise où on trouve qu'il y a un volet très important au niveau du volet commercial. On doit s'assurer que le volet commercial, il y a quelqu'un qui va l'assurer et qu'il présente toutes les aptitudes nécessaires pour ça, que ce soit au niveau des associés ou au niveau de l'équipe managériale, c'est-à-dire des personnes clés qui vont être les responsables clés au niveau de cette entreprise. Le même raisonnement, il est valable pour l'aspect technique, le même raisonnement, il est valable pour l'aspect financier. Parfois même dans l'aspect technique, il y a deux aspects, il y a un aspect industriel et un aspect dans un autre domaine. Et là aussi, c'est une garantie supplémentaire pour que l'entreprise démarre bien et pour qu'elle soit bien structurée, et pour qu'elle soit bien organisée. Il y a une autre exigence aussi qu'on insiste beaucoup, que nos promoteurs la respectent, c'est qu'ils soient en règle avec toute la réglementation en matière comptable et en matière financière. Pour que lorsqu'on demande un document ou bien lorsque on doit les conseiller pour analyser par exemple leur situation financière et leur proposer des plans d'action, que ce soit des plans de restructuration ou bien des plans de développement ou bien des plans de financement à travers d'autres sources en parallèle, par exemple en faisant recours à un autre partenaire, par exemple, ou ça, la base est toujours les documents comptables et les documents financiers de l'entreprise. Et là, encore une fois, c'est un constat. Il y a beaucoup de PME qui ne donnent pas d'importance à ce volet-là, qui est primordial à tout autre développement. D'accord. Alors, pourquoi oui. Dans ce cas, moi j'ai une question. Ça a été annoncé dans la petite présentation de Simoaz Delora. Pourquoi la majorité des PME est sous-capitalisée en Tunisie? Quelle est la raison à cela? La raison, c'est que jeunes promoteurs qui sont débutants de leur carrière, des jeunes... Ils n'ont levé de fonds ou est-ce que c'est un autre problème? La structure, dès le début, elle est faite comme ça. Donc, une structure classique, par exemple, je vous donne une idée sur une structure classique au niveau de la BFPME pour que vous sachiez de quoi il s'agit. Donc, les fonds propres au niveau d'une entreprise en création, c'est grosso modo c'est 35% du coût d'investissement avec un crédit bancaire. Il est soit accordé par la BFPME toute seule, soit entre la BFPME et une autre banque si le projet dépasse 300 000 dinars, ou bien si le projet il est inférieur à 300 000 dinars, mais où on a besoin d'un important fonds de roulement. Donc on incite le promoteur à prévoir une autre banque commerciale pour qu'elle soit à ses côtés, pour qu'elle lui finance le court terme au démarrage. Donc les 65% là, c'est le crédit moyen long terme. Les 35%, ils sont répartis lorsque le schéma il est complet entre 4 composantes principales. Il y a la participation du promoteur principal,
Et là, dans la majeure partie des cas, c'est celui parmi les actionnaires qui a la maîtrise technique du projet. Il y a la participation des actionnaires, donc c'est la prise de participation des actionnaires. Il y a la participation d'un fonds public, tel que par exemple le FOPRODI pour les projets industriels, ou les services qui sont liés à l'industrie, ou bien d'autres fonds publics tels que le RICTIC, par exemple, pour les projets en technologie de l'information et de la communication. Puis il y a la participation des SICAR. Donc automatiquement, il y a deux parties dans cette structure-là que le promoteur doit rembourser à travers, rembourser en fin de compte, il ne va pas les rembourser comme les frais financiers qui sont remboursables par l'entreprise elle-même. Normalement, ils doivent être remboursés une fois les bénéfices distribués chaque année pour qu'il achète les actions de la SICAR, pour que la participation de la SICAR diminue durant toute la période, pour qu'elle sorte en fin de compte. Et en plus, le même raisonnement, il est lié par rapport au FOPRODI, un autre fonds public, où il doit rembourser aussi par son propre argent. Et il y a aussi une autre donnée qui est très importante qu'on a pu la constater, vu qu'il n'y a pas suffisamment de transparence et vu que parfois les comptes financiers et les aspects comptables ne sont pas très bien préparés, très bien définis, il y a parfois un flottement entre l'argent du promoteur et entre l'argent de l'entreprise. Donc ça donne beaucoup de difficultés à la situation financière de l'entreprise. Lorsque, par exemple, l'argent de la SICAR, dans certains cas, il se trouve qu'il achète les actions de la SICAR en utilisant les fonds de la société. Vu qu'il y a parfois une certaine... c'est encore un autre paradoxe. On oblige les entreprises qui se font financer par des deniers publics à avoir un commissaire aux comptes, mais ne pas avoir de financier. Donc moi j'ai vu des entreprises qui n'ont pas de directeur financier parce qu'elles n'ont pas les moyens de se payer un directeur financier. Donc on revient quand même... Non, je sais bien, mais justement ça c'est important. Si on bénéficie de deniers publics, c'est important de rendre compte. Et le promoteur n'a pas le temps de faire tout le travail. Absolument. Donc aujourd'hui ça c'est vraiment un vrai problème. On peut peut-être l'aborder en termes de process. Les sicaristes sont aux côtés du promoteur, l'accompagnent jusqu'à la porte de sortie. Quelles sont les difficultés réellement pour franchir le pas et permettre d'ailleurs une sortie honorable pour les sicaristes? Merci Mondre. Alors, les difficultés en fait que nous rencontrons en tant que capital risqueur pour réellement réaliser des sorties sur la bourse sont des difficultés d'ordre financier et d'ordre psychologique. Donc la première difficulté, c'est en fait la faible implication financière du promoteur. Ceci pose un problème en fait de perception du risque par le souscripteur en fait à cette introduction en bourse, et aussi par le CMF même qui va valider le prospectus d'émission. Il y a aussi donc un autre problème qui est donc la phobie du promoteur de perdre le contrôle de la société. Donc c'est un problème en fait psychologique qui trouve son origine dans la faiblesse de la culture d'entreprise, la faiblesse de la culture d'entrepreneuriat en Tunisie. Ici, un travail à faire en amont, donc par le renforcement de cette culture d'entrepreneuriat dans les cycles universitaires. Il y a aussi donc il faut aussi donc trouver des moyens pour aligner les intérêts en fait des investisseurs financiers avec celui du promoteur et le mettre en confiance un peu pour qu'on puisse avancer d'une façon sereine sur cette sortie sur la bourse. Ça pose également donc un problème structurel, à mon avis, qui est la faiblesse des instruments financiers qui sont à la disposition donc des investisseurs en capital pour structurer leurs deals. Et au niveau de la TIC, par exemple, on lance incessamment un projet pour en fait la réglementation. On va préparer la réglementation, on va présenter aux législateurs une mouture de la réglementation sur donc des instruments financiers tels que les BSA, donc les bons de souscription d'actions ou les warrants en anglais, et aussi donc des actions de préférence. Donc le paysage interne réellement, donc il y a un manque terrible d'instruments financiers qui sont nécessaires pour structurer le deal et pour aligner l'intérêt, donc les intérêts de l'investisseur financier d'un côté avec le porteur du projet d'un autre côté.
Il y a aussi donc le faux produit qui revient, donc le financement pour le faux produit. Le faux produit en tant que source de financement bon marché handicape la sortie de la SICAR FCPR. Et réellement, donc, l'État qui s'autorise à signer des conventions de portage, alors que le portage est interdit, donc il autorise lui-même, l'État fait quelque chose qu'il a interdit par ailleurs aux autres opérateurs du marché, donc conditionne la sortie des SICAR qui gèrent le faux produit par le rachat du faux produit par le promoteur. Donc c'est une condition suspensive pour réaliser la sortie de la SICAR. Donc imaginez un cas où le promoteur détient une option d'achat sur la participation de l'État. Donc c'est une option d'achat qui est dans l'exercice se fait entre 8 et 12 ans. Donc déjà, on est en contradiction par rapport, en complet décalage par rapport à la logique d'investissement des capital investisseurs qui programment leur sortie déjà donc à la 5e voire 6e année. Donc à un prix d'exercice qui est donc un prix d'exercice qui est une sorte de capitalisation de la valeur nominale à un taux de 3% ou bien à peu près 4,5%. Donc le promoteur ici, il est très peu incité à racheter la participation du faux produit par anticipation. Ce qui, en fait, ne fait que retarder la sortie de la SICAR, la participation donc de la SICAR sur la bourse. Donc nous avons à maintes reprises saisi le législateur pour le sensibiliser par rapport à ce mécanisme de faux produit et qu'il fallait nécessairement prendre des mesures urgentes pour évaluer ce mécanisme et qui est complètement en fait en déconnexion par rapport à la réalité. Donc j'espère que donc le législateur essaiera de faire quelque chose dans ce sens. Donc la solution que nous proposons en fait, c'est de séparer la gestion du faux produit, séparer donc la gestion du faux produit avec la sortie de la SICAR. Interdire ces conventions de portage, donc en fait à taux fixe pour le compte de l'État, annuler l'obligation de céder au promoteur, ou bien la conditionner par la réalisation de certaines conditions. Donc il faut que le promoteur voit un petit peu l'intérêt de bien travailler et de réaliser ses objectifs pour qu'il puisse bénéficier de ce prix de sortie, en fait, de rachat de la participation de l'État, un prix préférentiel. Donc si, dès le départ, il sait que, à la limite, l'État l'a aidé un petit peu à monter son projet, et que c'est une source de financement très bon marché, donc il est très peu incité, en fait, à racheter le faux produit. Il va laisser ça en dernier lieu, donc ce qui va un petit peu retarder la sortie des SICAR. Est-ce que ceci vous a poussé à considérer des financements sans faux produits? Oui, tout à fait. C'est pas faux produits, donc, Jonas a des projets, malheureusement c'est le cas, mais bon, comme c'est un instrument qui est très lourd, très rigide et qui n'est pas dans le sens, qui ne facilite pas la sortie en fait à terme de la SICAR, donc on essaye de l'éviter. On essaye de l'éviter, ou bien on essaye un petit peu de baisser un petit peu le montant du faux produit pour réellement ne pas tomber dans le problème 5 ans après. Donc en fait, tout se travaille à la conclusion du pacte actionnaire. Donc avant de financer un projet, on pense déjà à la sortie. Et c'est ça la démarche qu'il faut faire. Et les typologies, tout à l'heure on a dit qu'on reviendrait sur les typologies de projets qui devraient arriver donc, sur le marché financier. En fait, les typologies... La PME innovante, de la start-up... Oui, c'est finalement, donc en fait, les projets types qui logiquement pourraient avoir une sortie donc sur la bourse, c'est des projets innovants. Donc, il faut nécessairement, par innovation, donc je ne peux pas dire invention, hein, donc il faut faire la distinction entre invention et innovation. On peut être innovant dans n'importe quel secteur d'activité. Donc, n'importe quelle partie du process, on peut innover. Donc, réellement, les projets types, c'est les projets innovants, pour être candidat un petit peu à une sortie sur la bourse. Juste 2 points. Il y a aussi un deuxième point qu'on a soulevé, c'est la coexistence de plusieurs mécanismes de sortie.
C'est-à-dire, si nous sommes dans un cas typique où le promoteur en fait a une faible implication financière dans le projet, sachant que le flottant, idéalement, il varie entre 30 et 40%. Donc ici, on a un problème pour la sortie, en fait, pour la sortie des investisseurs financiers qui veulent sortir en une seule fois, au bout de 5 ans. Les investisseurs financiers ont déjà des obligations par rapport aux souscripteurs des fonds. Donc ils feront tout pour essayer un petit peu de désinvestir. Donc à partir de ce moment-là, et partant un petit peu de ce constat en fait de la faiblesse de l'apport financier des promoteurs, donc on doit nécessairement se trouver dans des situations où il y a plusieurs mécanismes de sortie qui coexistent. Je m'explique. C'est-à-dire, réellement, pour pouvoir réaliser une sortie en une seule fois de l'investisseur financier est nécessairement amené à raisonner, par exemple, en termes de placement privé, et donc à réserver une partie de sa participation dans le cadre de cette introduction en bourse au profit, donc l'allouer au profit du promoteur dans les mêmes conditions d'introduction en bourse. Mais le problème devient beaucoup plus compliqué lorsqu'il y a des plans d'intéressement. C'est-à-dire, lorsque par exemple l'investisseur financier, pour aligner ses intérêts avec le promoteur, lui donne une option d'achat sur une partie de ses actions à un prix qui est inférieur au prix d'introduction en bourse. Donc ici, je vois mal un petit peu le CMF qui va agréer un prospectus d'émission où il y a des prix différenciés. Donc là, ça pose problème. Il y a lieu réellement de voir ce point-là. Malgré qu'ils existent, hein, les preferred shares, ça c'est un mécanisme... Non, je ne parle pas de preference shares, je parle d'option d'achat, de call. Donc on donne une option d'achat sur une partie de notre participation au profit du promoteur. Bien sûr, donc l'exercice de cette option sera conditionné par la réalisation du BP, du business plan, et il sera aussi conditionné par la sortie de l'investisseur financier. Il y a un point aussi qui est très important, c'est la restructuration financière. En fait, l'État a mis la barre tellement haute que finalement, il n'y a quasiment aucune opération de restructuration financière qui a été réalisée par les SICAR en grande partie et les FCPR aussi sur les 2 dernières années. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, l'État, il conditionne, donc il autorise la cession, l'acquisition d'actions existantes, c'est-à-dire les actions qui sont déjà émises, donc par le règlement judiciaire. Donc il faut nécessairement, pour qu'une entreprise qui se trouve en difficulté financière, qui est arrivée jusqu'au stade de règlement judiciaire, l'intervention des SICAR est conditionnée par un règlement judiciaire de cession à autrui, où la SICAR en fait ne peut racheter que la partie du promoteur défaillant dans le cadre de cette cession. C'est-à-dire réellement, le législateur n'a pas pris en considération les vraies difficultés que rencontre la PME en restructuration. Donc l'entreprise qui connaît des difficultés financières a un problème de financement de son cycle d'exploitation pour relancer l'activité. Or, comme ce n'est pas un investissement physique, le promoteur n'admet pas que les SICAR FCPR financent les cycles d'exploitation. Et donc là, donc en fait, on voit quasiment un décalage entre la vraie réalité de l'entreprise qui connaît des difficultés financières, et malheureusement c'est le cas de plusieurs entreprises, avec la réglementation rigide qui a été mise en place. Et réellement, il y a un besoin. Imaginez donc le nombre d'entreprises qui connaissent des difficultés financières en Tunisie. Le nombre d'entreprises qui sont sous-capitalisées. Imaginez si on permettait un petit peu à des investisseurs financiers à relancer ces entreprises-là. Elles pourraient constituer des cibles pour des introductions en bourse une fois elles sont remises sur le bon chemin. C'est-à-dire, au bout de 3-4 ans, elles pourraient constituer un vivier pour des introductions potentielles sur la bourse. Voilà, donc, il y a quelques... Merci Kélim, c'est vraiment intéressant parce que bon, c'est un balayage technique du point de vue capital risqueur. Mais aujourd'hui, est-ce que la chaîne de financement est complète ? Est-ce qu'il n'y a pas des acteurs qui manqueraient dans la chaîne de financement qui permettraient justement d'accompagner la croissance ? Parce qu'on fait beaucoup pour la création, on fait beaucoup pour l'introduction en bourse. Mais qu'est-ce qu'on fait entre-temps pour la croissance ? Pour la croissance, tu veux dire, pas en amont. Là, on est entre la création et l'introduction en bourse. Mais réellement, en fait, c'est un constat, je pars aussi d'un constat, c'est que en tant que SICAR FCPR, nous sommes très peu sollicités pour financer le développement.
malheureusement, donc la grande partie des projets, donc des demandes de financement que nous recevons, c'est pour le financement de la création d'entreprises. Alors que donc en fait c'est la partie qui est la plus risquée. Parce que financer par exemple une entreprise qui est déjà établie, qui a de bonnes perspectives de développement, est beaucoup plus simple et beaucoup moins risqué pour un capital risqueur que plutôt de partir un petit peu dans le financement d'une idée ou d'un projet, donc partir dans cette aventure entrepreneuriale un petit peu avec le promoteur du projet. Donc il y a un focus très très important. Peut-être ceci trouve son origine un petit peu dans la réglementation elle-même, parce que si on revoit un petit peu la réglementation tunisienne, donc qui entoure le métier de capital risque et de capital investissement, on voit bien que le législateur a fait un focus sur la création. Donc tout en fait, pour respecter nos ratios, il faut nécessairement investir dans des nouvelles actions émises. Donc il y a plusieurs conditions comme ça qui font que les pourvoyeurs de fonds et les capitaux risqueurs donc, sont amenés à financer des projets en création. Donc, tout est fait pour que la PME reste PME. Tout à fait. Parce que c'est l'avis de OFR. Et je voudrais aussi qu'elle nous parle peut-être de l'entreprise familiale. Ça a été évoqué par Maya. L'entreprise familiale. La grande majorité du tissu économique tunisien, leur stratégie n'est pas de rentrer en bourse, puisque la stratégie, c'est de transmettre à la génération d'après. Alors, quid un peu de la transmission de l'entreprise familiale, du point de vue deuxième ou troisième génération d'entrepreneurs, au fait? Oui, l'entreprise familiale, c'est le tissu majeur en Tunisie. C'est vrai que, justement, tout à l'heure, j'ai évoqué le côté culturel de la chose. C'est justement, comme elle a évoqué notre maître, le sujet de la transmission de l'entreprise familiale. Heureusement qu'on a travaillé là-dessus, déjà pour tout ce qui est taxation, pour la passation entre générations. Ça a été travaillé grâce au CJD et la TUJ aussi, pour permettre aux héritiers de ne pas payer la taxe quand ils héritent l'entreprise. L'entreprise familiale ça reste toujours quelque chose qui est propre au chef d'entreprise et il ne pourra jamais la partager avec d'autres investisseurs. Donc c'est vraiment le côté culturel. Mais il y a ici deux choses différentes, c'est la création et l'expansion. Non, la création et aussi l'expansion ou bien le développement d'une entreprise. C'est deux choses différentes. Je voudrais revenir à la création d'entreprise parce que c'est un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé et on a des cas pratiques devant nous. On peut, dans le schéma de financement, prendre en considération des dons ou bien des subventions de l'État. Mais malheureusement, sur le côté pratique, il y a des petites anomalies juridiques ou bien des défaillances juridiques qui ne permettent pas finalement aux jeunes entrepreneurs de bénéficier de ces dons-là. Donc, dans son schéma de financement, il est obligé de refaire le schéma de financement parce qu'il y a une défaillance quelconque juridique ou un petit problème côté faux produits, BFME, BTS. Tout cela me remet à dire qu'il faudrait peut-être penser à créer, comme le guichet unique, quelque chose sur le côté financier, mais qui soit unique aussi. C'est-à-dire que entre banquiers, sicaristes, bourse et tout, il y a un guichet unique qui les relie, et comme ça, on essaye d'éliminer ce manque de communication, ou ce manque essayer de rapprocher le maximum aux jeunes dirigeants comment il va avoir accès au financement sans passer autant de temps. C'est-à-dire un guichet qui va essayer de trouver une solution comme le guichet unique l'API à l'API, mais qui s'occuperait du côté financier. Je pense que ça pourrait être une solution. J'espère que je ne... Le guichet unique, c'est le marché, en fait. Donc, c'est un marché ouvert, transparent, dans lequel l'information est produite. Et il y a des règles claires pour tout le monde qui s'appliquent à tous. Donc, merci. Donc, et le temps, le facteur temps,
Je ne sais pas si on aura beaucoup de temps justement à aborder le facteur temps, mais le temps n'est pas de l'argent en Tunisie. Et ça, c'est vraiment quelque chose de dramatique. Le jour où le temps deviendrait précieux, on gagnerait peut-être en qualité de projet et en qualité de financement. Je propose qu'on échange avec la salle, parce que ça fait 1 heure de temps qu'on les tient en haleine. Donc vous avez la parole, on va recueillir quelques questions. On ne dit pas on garantit pas les réponses, mais on essaiera de répondre. Nous avons donc un panel diversifié qui est prêt à jouer, à se prêter à ce jeu-là. Donc à vous, mesdames, messieurs, je passe peut-être le micro si quelqu'un peut dans la salle m'aider. Merci. Non, mais revenir sur ce qui a été dit, notamment par Maya et par le représentant de Biact Capital et par le représentant d'une société cotée. En fait, il y a eu des contre-vérités qui ont été dites et je ne peux pas les laisser passer, notamment sur le rôle des intermédiaires en bourse. Alors venir dire aujourd'hui très simplement que les intermédiaires en bourse n'ont pas joué leur rôle vis-à-vis des PME et PMI, je souhaiterais tout d'abord rappeler que la bourse est l'élite des entreprises et qu'il n'est pas question de ramener n'importe qui en bourse, au sens où au prix de régulariser des situations bilancielles causées par les banques elles-mêmes. 2. Au niveau des banques commerciales, je suis très étonné d'entendre que la SICAR, qui a été créée, on a un ministre des Finances qui est présent, un ex-ministre des Finances qui est présent, pour vous dire que ces SICAR-là, c'est un véritable scandale fiscal, en fait, puisque les SICAR avaient un avantage en amont et en aval. Et si le législateur, et Dieu sait si Kansiri Dachalroum connaît la fiscalité tunisienne, ont concédé cela, c'était principalement pour renforcer les fonds propres des entreprises. Or, ce qui s'est passé au niveau des banques commerciales tunisiennes, parce que le banquier commercial tunisien est en même temps banquier commercial, sicariste, liseur et intermédiaire en bourse. Et assureur. Voilà des voix qui me viennent de derrière pour m'inspirer qu'il est aussi assureur. Et si on se concentre un tout petit peu, on trouvera aussi d'autres métiers annexes ou connexes à la finance bancaire. Résultat des courses, alors que la SICAR devait être principalement dirigée pour le renforcement des fonds propres, l'intervention des SICAR est devenue un complément de crédit, non pas octroyé à l'entreprise, mais ça a été dit, octroyé à l'entrepreneur, qui doit mettre quelque part à contribution sa société en faisant du noir, entre guillemets, j'aime pas utiliser ce terme, mais c'est le terme qu'il faut utiliser, pour racheter précisément les faux produits et compagnie. Donc, alors, l'élément thalith qui est le plus important à mes yeux, c'est que tout le monde, j'ai l'impression qu'on est tous touchés par une amnésie. Moi, ça fait 20 ans que je suis sur ce marché et contrairement à ce que dit le représentant de la Banque des financements des PME, j'ai dû faire 500 000 km sur les routes tunisiennes pour aller rencontrer les PME, PMI au fin fond du pays. Quand vous rentrez chez ces PME et que vous trouvez que le niveau de la dette dépasse 3 fois les fonds propres et que des banques continuent à financer parce qu'on était dans une phase de surliquidité bancaire et que les banques se faisaient la guerre pour financer ces PME, PMI, résultat des courses, nous connaissons aujourd'hui le problème des crédits accrochés des banques tunisiennes. Yani, tout ça est lié. Yani, on ne peut pas... Lyoum, Maya a parlé de passerelles. Les passerelles, Maya, existent là. Elles existent parce que dans une banque, vous avez un département de marché de capitaux, vous avez un département de SICAR, vous avez un département qui s'occupe de la banque commerciale. Quand la banque commerciale fait du crédit hypothécaire, qu'à côté, les SICAR font quelque part un complément de financement, alors, dernière indication, quasiment aucune banque commerciale, en dehors d'une seule ou deux, n'ont introduit de société en bourse. Ça vous laisse clairement l'image... Yani, en 2 mots, la banque commerciale tunisienne aujourd'hui n'offre pas le service du haut de bilan à ses entreprises. Jusqu'à là, elle n'a fait qu'offrir du crédit mal structuré au passage, parce que c'était du court terme, ce qui nous a amené à avoir des entreprises en difficulté bilancielle qui elles-mêmes derrière ont créé des difficultés énormes pour le système bancaire tunisien que Mostafa Kamel Nebli estime à 7 milliards de dinars. Je cite ce nom parce que c'est lui qui l'a dit. Moi, je n'ai pas calculé les crédits accrochés tunisiens. Faites quand même une comparaison entre ce chiffre et le sigma des fonds propres bancaires tunisiens. Vous allez trouver qu'il y a un gap énorme et qu'il y a un énorme problème à régler aujourd'hui. Et ce problème, je termine en tant que président de la Bourse, peut être réglé substantiellement par la Bourse de Tunis. Ça n'a pas été dit lors de votre panel. Merci. On a un peu tunisienne,
font intervenir un peu plus de conseils haut de bilan pour les aider à y voir plus clair. Parce que le conseil haut de bilan et toutes ces matières financières, comme Wafel a évoqué, c'est un métier aussi important que tous les métiers représentés ici. Question suivante. Ayman Reis, juste une remarque, en fait, c'est pas vraiment une question. Vous avez parlé des entreprises familiales, qu'ils n'étaient pas intéressés par des introductions en bourse parce qu'en fait, ils veulent faire assurer la succession. Mais en fait, l'introduction en bourse aide à faire la succession. J'avais lu un rapport, ça fait quelque temps, qui dit que les sociétés familiales, au bout de 3 générations, il y a un taux de persévérance ou de réussite qui est moins que 10%. Donc, il faut arrêter de dire que les entreprises familiales ne sont pas intéressées pour être introduites en bourse parce qu'ils préfèrent que... Merci. Mais je connais cette étude parce que c'est moi qui l'ai faite. Donc, merci de me rappeler ce chiffre. Voilà. S'il vous plaît, on a prêt. Merci. Hatem Chanoufi, pour revenir sur la question soulevée sur le guichet unique, je voudrais bien rappeler que notre société Seyfasa a proposé un projet de plateforme à l'Association des investisseurs en capital. La dite plateforme a été conçue pour échanger des données sur les promoteurs et les projets vis-à-vis donc, de tout ce qui se passe au niveau du projet en termes d'accords, en termes de financement bancaire. Et donc, on n'a pas eu de suite. Et aujourd'hui, le monde virtuel devrait remplacer de loin donc, les guichets uniques et, pour des questions de gestion en temps réel. Merci. Donc une dernière question, s'il vous plaît, comme on laissera au panel de bien répondre. Najib Safi, Capital Investissement. Moi, je souhaite dépasser les faux problèmes, les fausses questions, taper sur les uns, jeter la pierre aux autres. Je crois que maintenant, on est dans une nouvelle phase. Il faut être constructif. La question que je pose, quelle est la cohérence de l'écosystème en général? C'est ça le véritable problème. Parce que on a essayé tout le temps de faire en Tunisie entre guillemets, je vais employer le terme, même s'il choque, de péter plus haut que son cul. C'est-à-dire de chercher des objectifs extraordinaires, etc., de dire on va être le meilleur pays dans ceci, dans cela, et on n'a pas voulu voir la cohérence du système en général. Donc je pose la question aujourd'hui, quelle est la cohérence globale de l'écosystème d'investissement en Tunisie et de la PME en général? Je rappelle qu'en Tunisie, on est formé de classe moyenne. Il n'y a pas de capitalisme en Tunisie, on l'a créé de toutes pièces. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'une PME peut être viable dans un modèle socio-économique tel que le nôtre? Et comment justement travailler sur le bilan quand on n'a pas fait l'accumulation capitalistique nécessaire? Il faut un temps matériel pour réagir. 2, les banques, oui. Kamel Nebli, l'ancien gouverneur, a dit qu'il faut révolutionner le système bancaire. Depuis des années, on demande à révolutionner le système bancaire. Le système bancaire, aujourd'hui, son PNB vient en majeure partie, les 2/3, sinon la moitié, de la marge sur les crédits aux particuliers. Si les banques se détournent du financement des entreprises, de leur croissance, la bourse, les capitals risqueurs, etc., nous ne pourrons rien faire pour créer de belles entreprises. Elles n'auront pas de croissance, n'auront pas d'accompagnement. Je rappelle ma question, la cohérence globale de l'écosystème. Dans certains pays, l'État et le privé se sont mis à table pour chercher à maximiser et à optimiser l'écosystème de l'investissement. Merci. Pour toutes ces questions, alors je vais redonner donc oui, une dernière. Alors vraiment une dernière très courte, s'il vous plaît.
Adel Qassab. Je vais faire une petite remarque sur les sociétés familiales qui représentent pour moi l'une des plus grandes problématiques de l'économie tunisienne. En fait, il y a eu 2 remarques sur le sujet et je voulais compléter par quelque chose. Je crois que c'est la mentalité des chefs d'entreprise et des entrepreneurs tunisiens eux-mêmes qui bloquent sur ce sujet. Parce que comme il a été dit, la réussite pour le chef d'entreprise tunisien, c'est de faire hériter sa boîte. Et ce sens de réussite chez l'entrepreneur l'empêche de penser à la bourse, l'empêche de faire des joint ventures, l'empêche entre autres de céder sa boîte un jour parce qu'il ne sait pas la faire évoluer. Et si cela ne changera pas, je ne crois pas que la finance alternative ni la place financière sur des produits dont on parle va pouvoir changer. Une autre remarque rapide sur les entrepreneurs, mais très rapide, mais c'est important. Les jeunes aujourd'hui ont une vraie crise de confiance, aussi quand ils vont chercher des capitaux. Parce que c'est vrai qu'ils ont du mal à être transparents, c'est vrai qu'ils ne veulent pas ouvrir ou dévoiler leurs idées à tout le monde, et cela n'est pas que au manque d'initiative et de mentalité chez ces jeunes, mais parce qu'il y a eu à un certain moment un environnement qui ne leur a pas prouvé qu'il y avait suffisamment éventuellement comment dire, il n'y avait pas de garantie que leur idée allait réellement être protégée quand il fallait qu'elle soit protégée. Et du coup, ils n'ont pas cette confiance dans les institutions, qu'ils soient privées ou publiques, que leur dossier allait arriver à bout. Et cette problématique-là, je pense que sans la développer, c'est pas le moment, mais on sait que ça existe dans nos administrations ou nos institutions. Merci beaucoup. Alors, on fait... Donc, en fait, oui, les SICAR FCPR disposent d'un avantage en amont et en aval. Oui, c'est le cas. Mais je ne vois pas de mal à ça. Je vois pas de mal à ça, surtout que ça, c'est... nous sommes en présence d'un modèle qui est embryonnaire encore, et l'État doit nécessairement prendre toutes les mesures pour essayer de développer une industrie. Donc, commencer par accorder des avantages fiscaux en amont et en aval, je vois pas le mal à ça. Donc après, au fur et à mesure qu'il y ait une évolution un petit peu donc de l'écosystème et donc de l'industrie du capital risque, l'État pourrait éventuellement repenser un petit peu tous les avantages qu'elle accorde un peu au SICAR. Donc moi, je ne vois pas de mal à ça. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, j'ai bien expliqué que finalement, nous, en tant que capital risqueur, on agit dans le cadre d'un écosystème. Donc imaginez une fois que vous êtes, donc votre métier, c'est de financer des entreprises, et donc vous devez signer des contrats, donc vous devez sécuriser le deal, vous signez des contrats avec le promoteur, et comme par hasard, donc l'État ne reconnaît pas les packs d'actionnaires. Donc, et en plus, il y a une porte qui s'appelle le portage. On peut toujours dénigrer le portage, mais le portage a permis à financer beaucoup de groupes qui sont maintenant cotés sur la bourse. Donc, d'accord, à partir d'un certain moment, le portage a joué son rôle pour financer. En 2009, il n'est plus permis de faire des opérations de portage. Celui qui va à l'encontre, donc le capital risqueur, qui va à l'encontre de cette disposition, il court un risque. Donc, je pense que les choses sont claires d'un point de vue réglementaire. On ne peut plus faire du portage en Tunisie. Donc, les SICAR sont nécessairement obligés de s'adapter et donc à considérer d'une façon très sérieuse les opérations d'investissement qu'elles font. C'est-à-dire tout se joue en fait en amont et ça ne se joue pas à la sortie. Tout doit être préparé en amont. Il faut être bien sélectif. Donc, pour le choix des projets d'abord, et faire en sorte que l'entrepreneur soit accompagné jusqu'à la sortie. Donc, moi, je pense que c'est clair, il n'y a pas lieu de... Merci Karim. Donc, je voudrais donner la parole à Si Hamdi pour répondre sur la partie BFPME. J'ai voulu juste avoir une précision. Merci pour M. Fadel Abdelkafi de m'avoir corrigé concernant la communication qu'il y a éventuellement entre les sociétés intermédiaires en bourse et les PME tunisiennes d'une façon générale. Vous m'avez dit que, contrairement à ce que j'ai dit, il y a eu suffisamment de contacts avec les PME tunisiennes, mais que
la situation financière de la majeure partie de ces PME ne permettait pas cette entrée en bourse, c'est ça. Mais j'ai voulu savoir, est-ce qu'il y a un autre constat, disons, à part la situation financière, sur le plan organisation, sur le plan structure de l'entreprise, sur le plan profil du promoteur que vous avez pu constater à travers ça, qui est handicapant par rapport à la situation, c'est-à-dire qui ne laisse pas l'entreprise penser à entrer, par exemple, au marché alternatif de la bourse. Oui. Est-ce que pour avoir plus de... On va peut-être passer, parce qu'en fait, si on sort avec plus de questions que de réponses, c'est que nous aurons atteint notre objectif. Aujourd'hui, on est en train de réellement poser le problème. Il y a lieu d'étudier d'une manière très sérieuse, mais tous ensemble, peut-être parce qu'aujourd'hui, moi j'ai remarqué que les corporations sont bien organisées quand ils exercent le même métier, mais effectivement, il n'y a pas forcément des passerelles. Et on ne défend pas souvent les intérêts des autres, donc chacun prêche pour sa chapelle, ce qui est naturel, mais aujourd'hui je pense que la situation nous oblige à reconsidérer un peu cette approche. Maya, par rapport aux questions qui ont été posées par la salle, s'il te plaît. Alors je voudrais revenir sur 3 points. Déjà,